5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. À 69 ans, Gernot Rohr remet le couvert, cette fois avec les Guépards du Bénin. Le technicien franco-allemand, ancien sélectionneur du Gabon, du Nigeria, du Burkina Faso et du Niger, succède ainsi à Michel Luchier après la parenthèse Moussa Latoundji. Il a une grosse mission, celle de reconstruire une équipe nationale où les anciens ont toujours droit de citer, même en pré-retraite à 39 ans, dans un championnat plus anecdotique que performant. De l'autre côté, les jeunes annoncés pour prendre le relais se comptent du bout des doigts ceux-là qui ont du temps de jeu dans leur club respectif. Casse-tête chinois, jeu de patience, dans un environnement où les attentes cristallisées autour de la sélection nationale sont bien souvent nombreuses, au mépris de la qualité de l'effectif et du vivier dont dispose le Bénin. Sélection nationale, les Guépards à l'heure du renouvellement. Le sujet donc est au cœur du forum de discussion. Et pour en parler ce matin sur ce plateau, la matinale 5 sur 7 matin de la télévision nationale, Mémo Couton, analyste sportif, chroniqueur sportif. Bonjour et bienvenue Mémo. Madame Megan, bonjour à toutes, bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour décortiquer le sujet avec nous. Et puis mon collègue de la division des sports de la télévision nationale, Hospice Métoli, mon aîné. Bonjour Hospice. Bonjour Herman, bonjour chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir d'y être. Le bonheur est partagé. Et puis Habib Ishola Rouna, analyste sportif. Bonjour Habib. Bonjour Herman, bonjour à toutes et à tous. Alors Mémo, vous avez suivi la conférence de presse vendredi dernier du sélectionneur national Gernot Rohr aux côtés de Moussa Latoundji. Il a annoncé qu'il s'agit donc d'opérer progressivement la transition et justement de préparer le mondial 2026. Le Bénin veut être au mondial 2026 et donc progressivement on va renouveler l'effectif. C'est un chantier qu'il connaît très bien pour avoir réalisé on va dire un travail similaire du côté du Nigeria. Quand il était venu, le Nigeria n'était pas à 2 CAN successives. Il a pu redonner vie à cet effectif des Super Eagles. Il veut faire le même travail avec le Bénin, sauf que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même vivier. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même vivier. Et puis, il a rappelé également, Gernot Rohr, le vendredi dernier, que ce n'est pas, qu'il n'a pas le même temps pour le faire. Et je pense quand même déjà à l'entendre, pour moi, c'est... Pour la petite impression que j'ai de son discours, je pense que sur le plan de la communication, c'est quelqu'un qui quand même a tenu la target haute. Il a essayé de faire ce. On n'a plus un sélectionneur qui a pu quand même été un tout petit peu direct sur des sujets, même s'il y a des sujets sur lesquels il a simplement joué à la carte de la diplomatie. Et ça fait un moment. Maintenant, quand vous voyez la reconstruction, je pense que c'est un peu, vous m'excusez de le dire, c'est un tout petit peu avec cet objectif que lui-même, il a tout le temps crié, c'est un tout petit peu démagogique. Je pense que c'est aussi beaucoup plus politique que de penser directement à une Coupe du Monde. Et lui-même, il a dit, comme vous l'avez dit, c'est pas le même vivier, on n'a pas les joueurs, c'est un sélectionneur haut de gamme, on nous a amené, oui, mais on n'a pas les joueurs haut de gamme. Pour faire avec le Nigeria, le Nigeria a un gros vivier de footballeurs. Le championnat nigérian, même si aujourd'hui il est un tout peu en dedans, n'est quand même toujours pas le même et du même niveau que le championnat béninois. Donc on n'a pas le vivier. On n'a pas les écoles de formation, nous n'avons pas ce qu'il faut pour fournir les joueurs. Et donc, si vous voulez faire, vous voulez reconstruire et vous allez reconstruire avec les mêmes matériaux de travail. Ceux que vous avez utilisés, vous avez peut-être cassé après avoir descendu la case, vous utilisez ces mêmes matériaux pour pouvoir reconstruire. Je ne vois pas ce que nous voulons avoir de nouveau. Et vous-même, vous l'aviez dit tout à l'heure dans vos propos introductifs que il y en a qui sont venus, qui sont déjà en pré-retraite, qu'on ramène. Oui, il a dit sur le cas Stéphane Cesseron que il veut l'amener beaucoup plus, on l'avait déjà vu en tant qu'accompagnateur, mais là beaucoup plus conseiller, beaucoup plus cajoleur des tout petits, vous dites voilà comment, et puis un joueur de 10 minutes. Dans tout ça, vous posez la question de savoir comment est-ce que nous voulons faire la reconstruction si nous n'avons pas les leviers fondamentaux, si nous n'avons pas résolu le vrai problème qui est celui de la formation et de la production des footballeurs. Parce que nous avons tout le temps eu des générations spontanées de footballeurs. Et quand une épopée, quand une génération s'en va, on a du mal à retrouver une autre génération. Regardez depuis quand on est en train de courir après un latéral droit. Le Bénin a tout le temps eu le problème des latéraux droits. Aujourd'hui, on est en train d'avoir Oui, Melvis Doremus, on est en train d'avoir Youssouf Assogba qui sont en train peut-être de grandir. Après, côté gauche, on a également, depuis Anissé Adjamossi, on est en train d'avoir David Kiki qui est également dans une pente descendante. Je pense franchement que nous avons
peut-être tous les problèmes, mais les décideurs et Gennady Rohr lui-même qui a accepté prendre cette charge-là, il a dit que ce n'est pas de l'argent qui veut faire un challenge, mais je pense que quand vous appelez, c'est pas un challenge financier, je pense que le challenge financier aussi, ça compte aussi beaucoup parce que quand vous êtes au chômage et puis on vous appelle même et vous venez, vous n'allez quand même pas cracher dessus. D'accord. Vous quittez le Nigeria, vous venez au Bénin, ce n'est surtout pas le challenge sportif qui compte. D'accord. Voilà, en tout cas, il a été clair, ce n'est pas un challenge financier, c'est un challenge d'abord avant tout, c'est une aventure d'abord humaine, mais aussi sportive, parce que justement, il dit qu'il va gagner à peu près la moitié de ce qu'il gagnait au Nigeria, donc on ira chercher, pourquoi pas, ce qu'il gagnait au Nigeria. Bref, au Nigeria, il était entre 42 000, 49 000 euros et 55 000 dollars. D'accord, donc il tourne maintenant autour des 22 000 dollars. 22 000 dollars, ça fait un peu moins de 15 millions de francs CFA. Bref, on n'est pas là pour parler d'argent, on est plutôt là pour parler performance. Aujourd'hui, Hospice Metoli, est-ce que Gennady Rohr a les cartes en main pour amorcer ce chantier de renouvellement de l'équipe nationale tant souhaité par beaucoup de personnes? Gennady Rohr est en face d'un dilemme parce qu'on a affaire à un public sportif très exigeant sans regarder réellement ce dont il dispose comme carte en main. Je prends souvent comme exemple depuis peu le match des jeunes dames face au Ghana. C'est 2 mondes d'écart entre le Bénin et le Ghana, mais ils étaient venus au stade pour voir une équipe dames du Bénin en reconstruction étrillée. Le Ghana était très déçu qu'on ait perdu, que le Bénin ait perdu 3-0 face au Ghana, alors que l'écart de niveau est abyssal. Parlons de Gennady Rohr, faire du mondial 2026 un objectif, ce n'est pas utopique quand vous savez que le mondial va passer à 48 bientôt, après l'Assemblée générale élective du côté du Rwanda. Donc, c'est dans les cordes de ce qu'il souhaite. Pour ce qui est de la reconstruction, oui, reconstruire, mais tout en gardant un peu l'amour du public. Et dans ce cas de figure, on ne peut pas tout changer du jour au jour. Il faut forcément avoir un peu de vieux, associer des jeunes comme Hassan ou le jeune Doku ou Sakamao. C'est important de pouvoir garder l'objectif tout en ne donnant pas un poison empoisonné et un cadeau empoisonné, autant pour moi, aux jeunes. On se rappelle ici en 2005, après notre CAN brillante avec la qualification pour la Coupe du Monde, on a déclaré Urbi et Torbi, tous les anciens fatigués, vieux, il faut les chasser. Il y a eu une déculottée au stade de l'Amitié face au Cameroun. Les mêmes qui ont souhaité qu'on chasse les Oumars et tout le monde sont revenus encore à la charge pour dire pourquoi on a chassé tous ceux-là. Vous avez Stéphane Sessegnon. Appeler Stéphane Sessegnon, ce n'est pas un cadeau pour lui en vérité, puisque le coach vous appelle et vous dit vous n'êtes pas titulaire de fait. Si vous devez jouer 10 minutes, ça dépend de vous. Ça veut dire que même si vous donne 10 minutes que vous n'arrivez pas à le convaincre, c'est que demain, parce que c'est 2 matchs, vous ne viendrez plus. Stéphane a certainement envie de partir autrement que comme il est parti. Et c'est d'ailleurs, moi, j'estime que c'est ce service qu'on veut rendre à Stéphane en le rappelant en vérité, parce que la façon dont il était parti n'était pas digne de tout ce qu'il a apporté à la sélection nationale. J'estime qu'on devait offrir à Stéphane cette possibilité de dire au revoir au public. Et j'ai vu dans ce pays, des pays, de très grands pays de foot, donner cette chance à des joueurs qui n'avaient plus de club. J'ai vu Stéphane Appiah à la Coupe du Monde sans club. 2010. Et il y a des gens par rapport à ce qu'ils vous ont apporté, vous avez cette obligation de leur tendre la main quand c'est difficile. On dira qu'il était à l'Inter, enfin, qu'il finissait fraîchement à l'Inter, et que ce n'est pas pareil. Vous dites? On vous opposera le fait qu'il finissait fraîchement Stéphane, à l'Inter. quand on a refusé de donner la chance à Stéphane sous le prétexte que si vous êtes sans club, on ne vous prend pas, Stéphane venait de terminer une saison, une belle saison en plus, du côté de la Turquie, si je ne m'abuse. Et on a refusé de lui tendre la main parce que le coach, à l'époque, s'était fixé comme canevas que quand vous êtes sans club, vous ne venez pas en sélection. Mais on parlait à l'époque de Stéphane Sessegnon. Ce n'est pas Hospice Metoli, ce n'est pas David Kiki, ce n'est pas Marcelin Koupou. C'est Stéphane Sessegnon, meilleur buteur en activité de la sélection nationale, qui a tout apporté, qui représentait en ce moment ce qu'il y a de plus élevé en termes de performance en équipe nationale. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'en ouvrant la vanne en son temps, ce n'est pas donner des passe-droits à certains au détriment d'autres? Tout le monde n'a pas le même droit.
D'accord, même en sélection nationale. Il y a les uns, il y a les autres, etc. D'accord. Alors, avant de poursuivre cette émission, ce forum de discussion, je vais vous inviter à regarder l'essentiel à retenir de la conférence de presse du sélectionneur national Gernot Rohr. Il avait animé le vendredi dernier du côté de la salle de presse du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. C'est un Gernot Rohr très détendu qui a animé cette conférence de presse, presque comme en terrain connu. Il a pris le temps de répondre à toutes les questions, n'éludant aucune, n'hésitant pas à s'étendre aux besoins, comme dans une démarche pédagogique. 1 heure d'échange pour sa première à la tête des Guépards. Il a fait une liste de 25 joueurs avec des tout nouveaux. 4 des joueurs U20 qui étaient en Égypte sont convoqués dans cette liste. Vous voyez que dans cette liste, il y a 6 joueurs de moins de 20 ans. C'est un signe qu'on voulait mettre dans cette liste avec Moussa. Il y a eu les U20 qui ont joué récemment en Égypte, qui ont fait un bon tournoi. Nous avons vu les matchs à travers nos collaborateurs, voire un peu aussi à la vidéo. Et on a pris 4 joueurs de cette équipe. Voilà. Et il y a aussi des joueurs locaux. Je sais que dans tous les pays où j'ai travaillé, on aime toujours avoir des joueurs locaux dans l'équipe. Ça peut avoir des avantages, parce qu'ils connaissent très bien les conditions africaines. Mais parfois aussi, ça manque un peu d'expérience ou de talent. Mais là, je crois qu'il y a des joueurs intéressants qui sont sur cette liste. À cette cohorte de jeunes pousses s'ajoutent également les anciens qu'on connaît déjà, Stéphane Sessegnon, Abdul Khaled Adenon. Les vétérans sont là aussi, avec pour rôle d'encadrer les jeunes joueurs. Ils sont les cadres du vestiaire. Mon souhait d'avoir des leaders, des joueurs d'expérience, évidemment pour guider ces jeunes joueurs. Ça mérite aussi, sur le terrain et en dehors, d'être accompagné, pas seulement par le staff, mais aussi par des joueurs d'expérience. Et on ne peut pas écarter du jour au lendemain des gens comme ça qui peuvent jouer un rôle pédagogique auprès des jeunes. C'est indigne de rester sur 4 défaites. Il faut se révolter, a martelé Gernot Rohr, qui estime que le Bénin conserve ses chances de qualification, à condition déjà de gagner la double confrontation à venir face au Rwanda. Il y a 2 matchs, coup sur coup. Donc, ça va être un tournant. On va tout faire pour gagner le premier déjà, sans parler du deuxième. Si on gagne le premier, je suis persuadé qu'on peut gagner aussi le deuxième. Et à ce moment-là, tout serait encore possible pour cette CAN. Mais notre objectif, c'est l'objectif de la fédération et du ministère aussi, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Plein de sujets ont été abordés avec le nouveau sélectionneur. Sa situation contractuelle, par exemple, a été évoquée. Je n'ai encore rien signé, mais ma parole vaut plus qu'une signature, a martelé Gernot Rohr. Une chose est sûre, il a sur la table une proposition de contrat de 3 ans. Voilà donc l'essentiel à retenir. La conférence a fait 1 heure d'horloge, évidemment. C'est en gros le ramassis, l'essentiel à retenir de ce jeu de questions-réponses auquel s'est adonné Gernot Rohr, en tout cas pour la première fois avec la presse sportive béninoise. Habib Ishola à Aruna. Il parle de 6 joueurs de moins de 20 ans dans cet effectif. Est-ce que ce n'est pas là déjà quand même donner le temps quelque peu de ce chantier de renouvellement-là? Oui, enfin, tout au moins, c'est une opération de charme qui s'inscrit dans sa dynamique et dans la dynamique souhaitée à la fois par les dirigeants, une bonne partie du peuple, du public sportif, de voir un rajeunissement au sein de l'effectif. Et ça ne pouvait pas mieux tomber qu'au sorti d'un championnat des U20 où le Bénin, même si l'objectif de la demi-finale n'a pas été atteint, c'est que les joueurs globalement ont laissé bonne impression au regard d'un certain nombre de choses, de récupérer certains joueurs, et ça apporte de l'eau moulin également de ceux qui estiment que le championnat béninois a le niveau de pouvoir placer quelques joueurs au niveau de la sélection et que certains seraient mieux que ceux qui évoluent à l'étranger. Donc je crois que dans la forme, tout au moins, Gernot ressemble être en train de tenir le pari. Après, pour l'une des rares fois, je veux bien dire que je vais l'apprécier sur la durée, parce que c'est un entraîneur qui débarque quand même à quelques semaines d'une double confrontation. Honnêtement, la liste qu'il fait, je suis bien tenté de dire que c'est pas encore sa vraie liste. Il connaît pas vraiment les joueurs, il a certes discuté avec un certain nombre, mais il n'a pas pu vraiment les apprécier réellement pour savoir ce qu'il va. Il est parti sur une première liste sans, même si à terme il veut casser, parce qu'en même temps que on dit l'objectif c'est 2026,
c'est qu'on n'a pas renoncé à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aussi. Donc, il y a un juste équilibre à trouver. Et c'est pourquoi je crois qu'il a essayé de maintenir un certain nombre de personnes. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, il y a un débat Stéphane Sessegnon, mais personnellement, j'ai mon avis sur la question. C'est que Stéphane aurait, si ce n'était que sur le sportif, il y a longtemps qu'il n'aurait plus dû être en équipe nationale. Mais en même temps aussi, il y a une bonne partie du public qui estime que Stéphane Sessegnon a encore le niveau parce que les gens sont toujours nostalgiques de ce qu'il a produit. Donc je crois qu'il a voulu un peu contenter tout le monde pour le moment pour pouvoir démarrer. Donc c'est sur les prochaines listes qu'on verra. Et quand vous l'écoutez son discours, moi, non seulement c'est un bon client média, l'expérience est passée par là, il n'y a pas la langue de bois, puisque sur certains sujets, il a pu dire un certain nombre de vérités. C'est que lui se projette plus sur 2026, même si ça reste un gros challenge également. Il y a 10 places à prendre, mais il faut aller les chercher quand même. Et quand on voit la valeur des joueurs du Bénin actuellement, ce n'est pas gagné d'avance parce que le Bénin, c'est vrai qu'on peut aller chercher, n'importe qui peut aller chercher ses places, mais la valeur réelle, intrinsèque, quand on regarde le parcours de nos joueurs. Mais Habib, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans son discours quand il parlait. On a parlé de sélectionneur haut de gamme, donc on est dans aussi une opération de charme vis-à-vis des binationaux. Il a été clair, il dit, nous fixons comme objectif 2026 en ayant un grand objectif, c'est que nous pouvons attirer vers nous des joueurs qui étaient hésitants entre le Bénin et peut-être un autre pays. Donc il est là non seulement pour ce que nous avons déjà comme actif, mais il a comme objectif aussi d'aller un peu négocier pour, et sachant qui on a en face, qui est quand même un monsieur qui a une carte de visite assez impressionnante, il a cet atout de pouvoir les convaincre pour leur dire, écoutez, avec moi, j'ai pour objectif de vous amener vers cet objectif qu'est le Mondial 2026 aux États-Unis, Canada et au Mexique. Ça reste, je suis d'accord avec vous que ça reste aussi un des chantiers majeurs de son bilan parce qu'effectivement, si on n'en juge pas la valeur actuelle, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, si on arrive, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de binationaux non plus, mais il y a quelques-uns qui sont plus éloignés de ce qu'ils auraient souhaité comme premier choix et le Bénin avec la garantie d'avoir un entraîneur comme Ron. Et si d'autres facteurs s'y ajoutent une meilleure organisation, ça peut les attirer. Et c'est en cela que les éliminatoires, pour moi, les éliminatoires, là, si ça passe, c'est bon, mais en même temps aussi, ça permettra à Gagnant de faire un premier bilan au thème de 4 matchs pour savoir ce qui lui reste et sur quoi il peut s'appuyer pour la suite. Donc, après, oui, comme je le dis, je reviens à ça, c'est que moi, si la double confrontation, ça va être difficile de le juger. L'essentiel, c'est que l'équipe ne soit pas ridicule. Quand il est ridicule, c'est qu'on, malgré tout, que le Bénin ne perd pas à domicile face à l'équipe du Rwanda. Pour le reste, on va faire attention à d'autres choses comme quelle sera sa patte, quelle sera la façon de jouer de l'équipe, quelle sera la philosophie. Parce qu'au-delà des mauvais résultats du Bénin ces derniers temps, c'est la façon de jouer de l'équipe qui a inquiété plus d'un. D'accord. Alors, Membou Couton, aujourd'hui, on parle de Gernot Rohr, qui est à la tête donc, de cette sélection nationale. La liste qui a été présentée vendredi dernier, beaucoup estiment que ce n'est pas la liste de Gernot Rohr, c'est la liste de Moussa Latoundji. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, mais je crois que lui-même, il a semblé le dire en filigrane, parce que là, c'est normal, et puis c'est même responsable de sa part que de rester dans une continuité, puisque Habib le disait tout à l'heure, et nous le savons tous, il ne connaît pas les joueurs. Quand vous appelez le Bénin, on vous demande à quelques jours de venir signer, de venir prendre la sélection, vous demandez, vous avez peut-être commencé par taper sur Internet pour chercher les joueurs. Sur le Bénin, on l'avait dit tout à l'heure, on n'a pas de joueurs, on n'a pas les Ofiter aussi, on n'a pas les Iwobi, on n'a pas les Moses, non. Et donc, c'est pas sa liste, c'est la liste de Moussa Latoundji. Et ne pas le dire ça, c'est dire la vérité. Après, Habib l'a également dit, moi-même je le pense de façon franche, même le 11 entrant, parce qu'il a combien de temps? Il a combien de temps il va regarder les vidéos, il va voir quelques matchs de ceux-là qui peut-être évoluent encore dans leur championnat pour voir dans quel registre les gars évoluent en club. Il va voir les vidéos. Il va peut-être s'appuyer sur les derniers matchs de la sélection nationale. Non, c'est pour ça que je parle des vidéos. Il va regarder les vidéos, il va regarder ces matchs-là. Il aura 2 jours de préparation avec les ou bien au plus 3 jours avant de les voir en compétition. Ça veut dire que lui-même n'aura véritablement pas vu. Sinon, il n'aurait pas vu. Il va peut-être se rappeler le match joué contre le Bénin quand il était à la tête des Super Eagles. Il va dire, bon, d'abord. Mais après, ce sera lors de la 3e journée et de la 4e journée
que Guénard Rohr lui-même va pas appréhender c'est qui est David Kiki, c'est quoi la patte de Sébio Soukou et qu'est-ce que Stéphane Sesséon même du rôle de cette 39 ans peut apporter. Est-ce que les 10 minutes que je lui ai données, je lui conseille, ne sont pas un tout petit peu trop? Donc ce n'est qu'à partir, moi-même je me dis, c'est à partir de la 5e journée, notamment face au Sénégal, que je vais peut-être commencer par être exigeant pour Guénard Rohr et lui demander. Et puis dans ce match-là, on va peut-être voir, je le disais, même le 11 entrant, Moussa Latouni peut même avoir 3, 4, 5 personnes a dit je les impose, et à lui de dire non, je préfère qu'on réajuste comme ça. Juste là, c'est lui qui sera tenu responsable, mais Moussa a un gros rôle à jouer là, et s'il ne le fait pas, ce serait lui demander lui-même, parce qu'il est quand même expérimenté, il ne peut pas venir dire on casse tout et on reprend. On ne peut que tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, même si l'ancienne elle est un petit peu vieillotte, elle est vieillissante, et puis elle peut céder à tout moment. Après, à partir de dans le jeu, on va voir c'est quoi le projet de jeu. Il a dit également son projet de jeu, c'était avec Michel Ducier, on se rappelle bien un bus, peut-être bien 2 bus en panne devant le but, parce que les joueurs qu'il avait, selon lui, c'était peut-être passé par des contres et puis des actions éclairs. Vous pensez que c'est selon lui? On a tenté d'ouvrir. Non, pas avec nous. Quand je dis selon lui, quand je dis selon lui, bon, d'accord. Parce que c'était ça, d'accord. Et puis après, vous avez dit, on a tenté d'ouvrir avec Moussa et on s'est brûlé les doigts sérieusement face au Mozambique et puis face au Sénégal. Donc lui doit chercher juste le savant dosage entre les deux, le juste milieu entre ouvrir et fermer. Puisqu'il a dit, si vous voulez jouer, si vous voulez gagner, il faut nécessairement jouer pour gagner. Il faut marquer un but de plus ou bien des buts plus que votre adversaire. Maintenant, sans oublier que la base arrière doit être également sauvegarder. Ça veut dire que il faut ouvrir. Un savant dosage. Il faut l'ouvrir comme l'a fait Moussa Latouni, mais il faut également penser à la technique de Michel Ducier, peut-être diminuer un bus en panne, mettre un minibus cette fois-ci. D'accord. Alors, Hospice, est-ce qu'on peut dire que cette première liste de Guénard Rohr, il est encore un tout petit peu, on va dire, il essaie de prendre un peu d'assurance, il joue un peu encore l'équilibriste. Il joue la carte de la prudence tout court, parce que vous arrivez dans une nouvelle sélection, même si vous êtes ami à Michel qui a discuté avec vous, même si vous avez un adjoint très ouvert comme Moussa qui vous parle de tout, même si vous avez déjà joué une fois cette équipe, il y a une certitude, les réalités de notre élimination au stade Charles de Gaulle ne sont pas forcément les mêmes à l'heure actuelle, parce qu'il y a des joueurs qui sont devenus titulaires dans leur club, il y a d'autres qui ont moins de temps de jeu dans leur club, donc ce n'est plus la même réalité. L'autre chose est que quand vous avez comme objectif, parce que vos patrons, vos employeurs ne vous ont pas dit, nous faisons un blackout sur la qualification de 2004, 2003, en 2024 du côté, 2023, en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas un blackout dessus, vous êtes obligé de jouer avec ça, parce que ça peut rentrer dans la balance, ça peut devenir un sujet qui va vous inquiéter si ça commence par grandir. Comme l'a dit Memo Couton, comme l'a dit Habib, il est important de ne pas prendre une déculottée face au Rwanda, parce qu'il ne faut pas minimiser le Rwanda, il ne faut pas sous-estimer le Rwanda. Il y a beaucoup qui disent non, c'est juste le Rwanda, je suis désolé. Ce sont des nations qui ont des championnats assez corrects, qui fondent leur équipe nationale sur des joueurs basés sur le plan local. Nous, on a un championnat local qui est en reconstruction. J'ai mon idée sur la qualité du championnat. Oui, il y a de très bons joueurs dedans. Oui, mais ce n'est pas encore le moment de baser entièrement notre équipe, en tout cas le socle de l'équipe nationale, sur ce championnat local. Ce serait suicidaire. Et si, c'est le mot juste, ce serait suicidaire, et si nous avons comme objectif de faire venir des joueurs qui ont tant bien que mal du temps de jeu dans leurs clubs respectifs, il faut pouvoir être assez intelligent pour pouvoir faire le savant dosage qui puisse vous permettre d'atteindre cet objectif. Le point d'inquiétude au niveau des écureuils et des guépards, autant pour moi aujourd'hui, c'est bien sûr le bastion défensif et le poste de gardien de but. Mais comme il a demandé aussi en conférence de presse, est-ce que nous avons mieux aujourd'hui à proposer? Est-ce qu'on peut prendre le risque aujourd'hui de mettre dans les buts pour ce match un Obassa ou un Gakou? Est-ce qu'on peut prendre ce risque de dire, nous mettons Saturne de côté, nous mettons un gardien local dans les buts? Ce serait suicidaire. Si ça passe, on va applaudir.
Mais s'il en prend 3, 4, 5, on va dire, on savait très bien qu'il n'a pas le niveau et que le niveau international est plus exigeant que ceux qui se jouent en club et que pourquoi il a pris ce risque. Donc, il est obligé, comme il l'a dit, il vaut mieux donner une seconde chance à Saturnin Lagoué, par exemple, au niveau des pots de gardien de but. En défense, qu'on le veuille ou pas, Khaled continue de faire le métier. Eh bien. D'accord, très bien. Alors, Habib Ishola Aruna, aujourd'hui, on sait tous qu'il ne faut pas perdre les 2 matchs à venir face au Rwanda. Beaucoup estiment que pour un chantier de renouvellement annoncé, que Guénodre aurait dû tout de suite, on va dire, aller changer la donne en mettant plus de joueurs issus du championnat. On estime que notre championnat est suffisamment fort pour qu'on puisse trouver des joueurs qui seraient capables d'aller challenger ces internationaux là qui jouent donc hors du territoire national et qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu. Allez, ceux-là, il faut les mettre de côté. Il faut aller prendre les joueurs du championnat. On a ce discours nationaliste là. Est-ce que vous l'entendez, ce discours? Je l'entends et j'ai bien envie de répondre, comme on le dit vulgairement, allons-y doucement par rapport à la qualité de notre championnat. C'est vrai qu'il y a un travail qui se fait, ça joue régulièrement, c'est de plus en plus plaisant, mais c'est pas encore au niveau, parce que disons la réalité, on va commencer par accorder trop de valeur, plus de valeur et faire ce débat dont nous parlons quand on va commencer par mieux importer nos joueurs, et quand en milieu de saison, on va apprendre que 3-4 joueurs sont partis, quand les couloirs vers l'Europe vont commencer par s'intensifier, parce que c'est à l'aune de cela qu'on juge la valeur des joueurs, puisque les gens ont le regard sur le championnat. Et je ne veux pas remettre en cause la participation des juniors, mais en même temps que cette équipe junior a laissé une belle image au championnat des U-20, c'est qu'on a pu voir également les limites de l'équipe. Il y a encore un peu de naïveté, il y a certains gestes qui sont plus difficiles à faire pour les joueurs béninois qu'on ne le voit ailleurs, il n'y a pas toute la fluidité, il y a donc un certain nombre de choses. Donc en même temps, oui, ce qui se fait, ça monte, mais ce n'est pas suffisamment monté. Je peux comprendre également la essence-là que très rapidement, peut-être d'ici 2-3 ans, on va trouver le bon équilibre. Parce que je suis aussi de l'avis de ceux qui pensent que dans un pays comme le Bénin, oui, si le championnat prend, on doit toujours avoir une équipe où il y a un mélange de joueurs qui viennent de l'extérieur avec également quelques bons joueurs d'ici. Puisque quand vous êtes le Bénin, le challenge aussi, malheureusement, c'est pas la meilleure trajectoire, mais la réalité aussi, c'est de permettre à certains joueurs qui sont bons, qui ont du niveau, c'est de passer par l'équipe nationale pour avoir une certaine visibilité, quitte à aller à l'extérieur. Je crois qu'à ce jeu, Guénodre me paraît quand même être la bonne personne. Là, on a 4 d'emblée des U20 qui rentrent dedans. Peut-être que prochainement, on en aura 2 un peu moins. Mais les meilleurs, il pourrait leur donner un peu plus de chance. Au moins sur le sujet, lui, il est un peu moins fermé déjà que ne l'était son prédécesseur. À la décharge du sueur, quand lui était là, il n'y avait vraiment pas grand-chose. C'était encore pire que ce qu'il y a en ce moment. Donc, je crois dans cette affaire que l'arrivée de Guénodre, quoi qu'on dise, c'est pourquoi sa première ligne, je le disais, elle est un peu politique. Le but a été de calmer tout le monde. Ceux qui voulaient voir des joueurs locaux en sélection ont été servis. Ceux qui estiment que l'ancienne génération, on ne doit pas déguerpir, ceux-là ont également été servis. Les dirigeants qui ne veulent pas faire une croix sur la CAN 2000, la prochaine CAN, ont été servis. Ceux qui rêvent du mondial 2026 ont été servis. Donc pour le moment, franchement, il a su trouver le bon équilibre pour que tout le monde soit d'accord et pour qu'il y ait moins de pression par rapport au match. Après, le match vient contre le Rwanda à domicile, il faut gagner très rapidement. Et ça reste un objectif. La manière ne va pas être la chose la plus importante sur ce rendez-vous, mais il faut qu'il prenne au moins les 3 points et ça pourra rapidement faire remonter, parce que malgré tout, il y a un peu de, je ne vais pas dire de doute, mais bon, on se dit comment ça va démarrer, surtout que le Bénin est une spirale négative. Et donc, à un moment, l'objectif, c'est d'arrêter. Contre les matchs amicaux. Donc, c'est d'arrêter cette. Ça fait un moment qu'on a connu ça. Voilà, donc c'est d'arrêter cette spirale-là. Et pour moi, les joueurs locaux, pour finir sur votre question, les joueurs locaux, oui, mais allons-y doucement. Ce n'est pas eux pour le moment, quoi qu'on dise, qui vont faire l'ossature de l'équipe. J'attends les joueurs locaux, c'est au niveau des éliminatoires du Chan. C'est là où ils vont nous prouver en vérité que... Et c'est le paradoxe avec le Bénin, c'est-à-dire que nos fameux joueurs locaux dits extraordinaires ne passent jamais le tour du Chan, mais on veut subitement qu'ils soient le socle de l'équipe nationale. Donc, à un moment donné, on peut être patriotes, mais en même temps, ceux qui vont sur le championnat, je les applaudis parce que je trouve que c'est bien que les gens aillent regarder le championnat, applaudissent, mais je veux également qu'ils regardent au-delà de notre porte, parce qu'on a l'impression qu'au Bénin, on voit toujours midi à notre porte, on ne voit que du beau dans ce qu'on fait, sans faire attention à ce que les autres font, parce que quand on allait chez les U20, le Bénin a une très bonne préparation, mais on n'a jamais fait attention à ce que les autres faisaient également, on en pensait
Un peu comme, excusez-moi, Moussa l'avait dit lors du match contre le Sénégal, qu'il suffisait que le Bénin joue bien pour gagner. En football, il n'y a pas que ça. Tu dois bien te préparer, mais tu es obligé de te préparer en fonction de l'adversaire. Donc, il y a les adversaires aussi qu'on doit regarder, qui font un travail meilleurs que nous, ou tout au moins qui ont commencé à travailler. Le travail que le Bénin a commencé il y a 2-3 ans, ils ont commencé beaucoup plus tôt. Donc, ils sont en avance. On va peut-être les rattraper sur la durée, mais il faut qu'on sache qu'on n'est pas encore à leur niveau et que le travail est certes satisfaisant, mais il y a encore du chemin à faire pour pouvoir être à ce niveau. Pour les rattraper sur la durée, oui, il faut travailler en sélection, mais surtout, il faut travailler ailleurs. On va revenir justement vers la fin de l'émission, justement, sur ce que nous proposons, bien sûr, parce que c'est bien de faire l'état des lieux, c'est bien de poser le diagnostic, mais il faut aussi en même temps et surtout faire des propositions pour que, voilà, certes, les dirigeants, ils le savent, mais il serait bien aussi de le leur rappeler par moment. Allez, mais Mokouton, ce qui est inquiétant aussi, quand même, ou surprenant, pas inquiétant, surprenant dans cette liste, c'est que vous avez 4 joueurs qui sont issus des U20. Est-ce que ces U20, peut-je dire, sont suffisamment forts que l'équipe Tchad, enfin les joueurs issus de l'équipe Tchad, dont 2 seulement sont en sélection, à savoir le gardien Serge Bassa et Salim Bawa. Du coup, ça pose une vraie question, c'est-à-dire, est-ce qu'on a eu à faire la meilleure sélection Tchad? Est-ce que c'est la meilleure sélection, donc les meilleurs joueurs de notre championnat qui sont représentés au sein de l'équipe Tchad? On sait que l'équipe Tchad est entraînée par Moussa Latondi, donc quelque part, est-ce que ce n'est pas un désaveu pour lui? Non, ce n'est pas un désaveu. Quand vous vous appelez, vous êtes un sélectionneur national, c'est sûr, nous sommes 12 millions de Béninois aujourd'hui, c'est sûr que nous aurons 12 millions de listes. Nous sommes 12, maintenant, c'est sûr que nous aurons des gens qui seront là d'office. Après, il y a des aspects sur lesquels, et puis quand vous êtes un sélectionneur, vous faites une liste, c'est normal que les gens vous critiquent. Je me rappelle bien de cette liste de Moussa Latondi, tout le monde l'avait critiqué, moi-même, y compris sur des aspects. Je me rappelle également de la non-sélection, par exemple, d'un certain comme Patrick Seyamé, qui pour moi reste, même si Moussa Latouni l'a dit à un moment donné que pour lui, Patrick n'a pas évolué dans son jeu, il n'a pas progressé. Après, il a pris Ghislain Aoudo de Dadier, et qui également a fait quelque chose, mais qui dans le match, après, on a constaté que ce n'est pas véritablement ça. Après, il a pris également Maman Souraka. Et ce qu'il a dit de Maman Souraka, qui ne jouait pas en club, c'était ça le gros problème de Moussa. Et là, c'est son discours qui m'a vraiment déçu, puisque tu as pris le joueur parce que tu as besoin de ce profil-là. Quelqu'un qui va jouer. Un fixateur. Ouais, un fixateur qui va jouer en déviation. Et au finish, tu prends le gars et c'est toi-même qui le lynches après parce que le gars n'a pas donné ce que tu veux. Et c'est toi qui le livres également à la presse. Ça veut dire que toi-même, tu mets en doute tes connaissances de sélectionneur et ta liste, on peut encore la casser à juste titre. Après, quand vous comparez cette sélection à la sélection U20, on ne peut pas dire que c'est un désaveu parce que quand vous prenez ces jeunes de moins de 20 ans, il y en a parmi eux, en majorité, ils sont déjà dans le championnat. Mais ils ont capitalisé quelque chose. Ils ont eu 2 semaines de préparation pour aller au Niger, se qualifier. Et donc, la dynamique avec laquelle ils ont quitté Niamey pour se qualifier, en fait, le coach et puis son staff et tout le groupe, il est resté focus et il a gardé le noyau. Tout le temps, il s'est préparé. Il n'a pas pris d'autres joueurs. Il a gardé ce noyau. Donc, c'est dans cette dynamique-là, ils sont restés, ils sont allés du côté de l'Égypte. Mais on ne va pas dire qu'ils sont plus forts parce que sur des détails, on a vu, ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu les pieds assez adroits, ils n'ont pas eu la tête, les coups de tête assez adroits pour marquer des buts. Contrairement à la Tunisie, contrairement à la Gambie, contrairement au Sénégal, même si le Sénégal, tout le monde pensait qu'ils allaient nous doucher, mais finalement c'est un petit but qu'on a encaissé, mais suffisant pour être éliminé. Donc on ne va pas dire que c'est un désaveu. On va peut-être dire, pour finir, ce que Habib avait dit, il a voulu calmer tout le monde, un rajeunissement. Mais là également, il a soutenu par exemple la convocation de Rachid Moumouni, le latéral droit, moins de 20 ans. C'est parce qu'il y a 2 matchs. Mais Melvis Doremus d'office
est suspendu pour le premier match. Et donc, on n'aura qu'un seul latéral droit sur le banc, c'est-à-dire Youssouf Assogba. Si peut-être il veut l'utiliser, donc il va peut-être l'utiliser comme une doublure pour les jeux dirigés ou bien sur le banc, à moins qu'il veuille utiliser quelqu'un comme Olivier Verdon sur le côté pour jouer la carte de la prudence lors de ce match, de cette double confrontation. Après, quand on prend David Kike, le latéral gauche Sankamao également, on comprend. Sankamao, sur le côté gauche également, on n'a qu'un seul gaucher, David Kiki là, donc il faut un gaucher pour faire la doublure. Quand on prend les deux milieux, on va dire que ça, c'est un choix de raison. C'est là justement, j'allais en venir. Est-ce à dire qu'il n'y a pas actuellement de latéraux droit et gauche, bien sûr, qui surpassent Sankamao et Moumouni Rachid en termes de niveau? C'est ce qu'il a vu. Où sont passés alors les latéraux? Où sont passés les latéraux de l'équipe Chan? J'ai bien envie de savoir. Où sont passés? Enfin, je crois que par rapport à l'équipe Chan, il y a intrinsèquement peut-être le débat peut se faire, mais il y a un certain nombre de facteurs qui plaident en faveur de l'équipe U20, l'équipe de Chan. Ils ont été éliminés, ce sont les mêmes joueurs du championnat. Gagnant, on ne les a pas suffisamment vus pour pouvoir les juger, mais en même temps, avec les U20, peut-être intrinsèquement, ils ne sont pas bons, mais ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont joué des matchs au moins dont le niveau, même si c'est U20, le niveau est peut-être supérieur à celui du championnat du Bénin. Ils ont fait une longue préparation. C'est des joueurs qui, mentalement, ont quand même une certaine force. Il a pu les voir sur l'air de jeu, il a pu apprécier sur 3-4-5 matchs leur niveau, leurs limites, leurs atouts et comment il peut les intégrer. Donc oui, progressivement, en ce moment, ce ne sont peut-être pas les meilleurs encore que beaucoup d'entre eux, ou la plupart jouent déjà le championnat, mais comparé à l'équipe qui a fait le Chan, c'est quand même que le coach a moins de certitude, ou il a plus de certitude sur ces joueurs U20 qu'il a intégrés, qu'il ne peut avoir sur des joueurs en ce qui concerne le Chan, dont les prestations n'ont pas été bonnes, parce que globalement, l'équipe n'a pas été bien sur le Chan. Alors, Ospi, si vous permettez, quand on sait que ce sont des joueurs du championnat aussi, voilà, qui composent cette équipe Chan, peut-être qui ont beaucoup plus d'expérience parce qu'ils jouent beaucoup plus longtemps, ils jouent beaucoup plus longtemps dans le championnat, qui ont peut-être un peu plus de vices, un peu plus d'expérience aussi, un certain Rodrigue Fassino par exemple, qui a été quand même à la Coupe d'Afrique des Nations avec Michel Luchué, qui est depuis en sélection Chan depuis pas mal de temps, qui a fait des piges en sélection nationale. On pourrait se dire qu'en termes d'expérience, il a quand même une longueur d'avance sur Moumouni Rachid, qui, voilà, même s'il aura fait une belle prestation en Égypte, il n'a pas encore suffisamment de métier pour être en équipe première, pour être vraiment lancé dans le grand bain. Donc, quelque part, est-ce que vous comprenez qu'on saute les classes presque pour ces U20-là, alors que au niveau de l'équipe locale, on pouvait aller quand même piocher quelques 2-3 pions, que ce soit au niveau des U20 ou peut-être au niveau des U23, qui ont laissé une meilleure impression en termes de déroulement de jeu. C'est pas faux, votre argumentaire, c'est-à-dire Rodrigue Fassinou, qui a fait un bon championnat la saison dernière, qui fait partie des meilleurs passeurs du championnat, qui a marqué beaucoup de buts. Mais si on est dans une dynamique de renouvellement, puisque vous avez entamé le débat en parlant de renouvellement de l'effectif, de renouvellement de l'équipe nationale, vous avez Doré Musquier là, qui est juste suspendu pour un match. Vous avez Youssouf Assogba, qui est aussi là. Donc, logiquement, après le match aller contre le Rwanda, vous avez vos deux potentiels titulaires qui reviennent sur la table. Et donc, vous avez vos deux cartes en main. C'est superflu, selon moi, d'amener Rodrigue Fassinou, par exemple, à droite, qui va certainement dans la logique d'avoir une chance, que vous allez retourner peut-être après le premier match et voyager avec les deux autres. Alors que permettre à Rachid de venir faire cette expérience. Ça serait que vivre dans le groupe. Vivre dans le groupe, apprendre, parce que venir en sélection, c'est pas forcément jouer, c'est apprendre aux côtés des grands, c'est apprendre comment ça se passe à l'intérieur d'un vestiaire. Et donc, c'est une chance de donner à ce jeune homme, mais surtout de lui dire ce que vous avez fait sur ces 2-3 derniers mois jusqu'à la CAN de votre catégorie mérite qu'on vous fasse confiance et qu'on ait un œil sur vous. N'oubliez pas que du côté de ceux que nous voulons copier, c'est-à-dire ceux qui font en mieux cette discipline, le football ou le sport en général, quand il y a un jeune qui tape à l'œil, on lui donne cette chance de venir dans le vestiaire, de venir voir comment ça se passe. Même s'il ne joue pas une minute, il sait qu'on a un œil sur lui et que à tout moment,
on peut toujours lui faire appel et c'est encore un motif de travailler plus pour mériter cette chance ou on va dire cette opportunité qu'on lui offre. Donc pour moi, faire appel à ces jeunes, ok, ce n'est pas un désaveu pour Moussa. Oui, la sélection de Moussa pour le CHAN, on peut en reparler, on peut trouver à dire dessus. Moi, par exemple, sur cette sélection, j'ai trouvé pas normal de ne pas avoir à l'intérieur un William Dassagaté ou un Sediamé. Mais c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui sait ce qu'il veut proposer et des joueurs dont il a besoin. Comme l'a dit Memo, 12 millions de Béninois, c'est 12 millions de sélectionneurs probables avec 12 millions de listes possibles. Donc, sur la liste du CHAN, encore que, il faut toujours se le rappeler à l'esprit quand vous voyez comment nos sélections locales participent à ces éliminatoires, ça donne froid dans le dos parce qu'il n'y a aucune préparation ou presque avant. Oui, on a applaudi la qualification des juniors du côté de Niamey, mais avant la CAN, avant le tournoi de Niamey, quelle a été la préparation? Quels ont été les moyens qui ont été mis à disposition? Parce que il faudrait quand même qu'on intègre que, oui, les équipes A, c'est-à-dire les écuries A, ont besoin maximum de 3-4 jours pour ces matchs-là parce qu'ils sont dans de grands clubs, ils sont habitués à un certain rythme, à une certaine manière de travailler, donc il suffit de les adapter. Mais ici, nous parlons de championnat local qui n'est pas forcément au même niveau que le championnat ghanéen, dont les entraîneurs n'ont pas forcément les mêmes aptitudes que les entraîneurs ghanéens, donc les sélections ont besoin de plus de temps de préparation pour être au niveau de ces sélections-là. On ne peut pas mettre côte à côte le temps, parce que les gens estiment qu'on donne plus de temps aux sélections A, à la sélection A, mais c'est pas aussi vrai que ça. Ils viendront à 3 jours du match, ils vont faire la mise au vert, paf, ils vont jouer. Par exemple, sur le prochain match, je crois qu'ils viennent le 21, le 23, ils doivent jouer. Donc, ils n'ont pas une séance de mise en place. Ils n'ont pas de temps en tant que tel. Mais on ne peut pas faire le parallèle, apporter la même dynamique vers les sélections locales. Il faut donner plus de temps de préparation aux sélections locales, et ça va faire bizarre, mais il y a quelqu'un qui savait si bien le faire en son temps. Je ne sais pas comment il trouvait le moyen pour le faire. Du président Jérôme Moucharaf, il trouvait le temps, je ne sais pas avec quel moyen, mais de mettre ces sélections en mise au vert, de travailler avant que le ministère ne vienne à la charge. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve la dynamique, la méthode entre la fédération et le ministère pour permettre à ces entraîneurs de pouvoir travailler. Je vous donne un exemple simple. Ablaye Zéou a fait un très beau parcours pour les éliminatoires des juniors dames. Mais depuis ce match, ces matchs joués par Ablaye Zéou, il n'y a plus jamais eu de mise au vert, de regroupement pour ces équipes dames. Peut-être à 1 ou 2 semaines, on va leur dire, mettez-vous au vert, il faut qu'on se qualifie. Ce n'est pas possible. D'accord. On a, voilà, vous êtes en train de le peindre là, on a une structuration presque bancale, j'ai envie de dire. Mais avant, si vous permettez, je prends l'avis d'Abi Bichola on assure aujourd'hui quelle doit être la dynamique, d'accord, de Guénodre. Certes, on ne le lui a pas dit, mais quelque part dans les têtes, les gens y croient encore. Ils croient toujours pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, donc qui sera probablement joué en 2024. Est-ce qu'il s'appuie, d'accord, sur les doyens en griffe pour faire le job, ou il fait le savant dosage en se disant, puisque je suis déjà dans ma logique de renouvellement, je lance quelques 2-3 jeunes dans le grand bain? Non, je crois que c'est la première dynamique qui va être logique pour moi, c'est-à-dire tu es obligé sur ce premier match, tu ne connais même pas, afin de partir sur les certitudes de l'équipe, tu auras, comme je le disais, tu auras à peine 1 ou 2 séances d'entraînement avant le match, donc tu n'as pas le temps d'intégrer de nouveaux joueurs pour voir, tu pars avec ceux qui sont sûrs, les vétérans en défense, tu ne vas pas tenter l'impossible pour l'impossible. On sait que malgré tout, même s'il prend de la Khaled Adeno pour ses dernières prestations, il tient quand même la roue. Cédric, on dit si... et donc, on doit pouvoir voir au niveau de ces personnes-là. Donc, pour moi, je ne m'attends pas tant que les anciens seront opérationnels. Parce que ça va être ça, tant que les anciens seront opérationnels sur le match aller au moins, il va pouvoir les voir après, voir comment, si le match retousse, sans que certains ne sont plus dans le jeu. Parce qu'en fait, c'est autant difficile pour lui aussi. Il ne l'avoue pas, c'est un entraîneur expérimenté, mais arriver comme il arrive, c'est déjà un gros risque que lui-même prend. C'est vrai qu'il a l'habitude, il peut trouver les moyens de gérer. C'est un gros risque qu'il prend de prendre une sélection où vous n'aurez même pas le temps de voir en préparation ni en amical l'équipe, vous ne verrez rien, vous allez, dès qu'ils viennent, c'est pour commencer par jouer. Donc, quand c'est comme ça, vous partez forcément sur vos certitudes. Maintenant, en coup de match, il peut tenter de faire entrer des joueurs. Peut-être que ce qui va changer,
c'est que les changements seront peut-être moins prévisibles parce que, bon, avec Dussier, on avait toute l'impression que les changements étaient prévisibles et devaient arriver à certains moments du match. Peut-être que ça va être un peu moins prévisible. Ça deviendra aussi prévisible à un moment donné. Donc, au moins au début, on va se poser des questions. Est-ce qu'il va refaire le même changement que Dussier? Est-ce qu'il ne va pas refaire ou bien il va laisser il va nous contenter la chance pour ces 2 premiers matchs. Oui, et puis après... le public aussi ne doit pas être très dur avec lui parce que je le dis malgré tout. Non, mais il faut qu'on ait cette culture aussi. Quand vous voyez le niveau de déception après l'élimination contre le Sénégal, oui, vous dites, vous comprenez à quel point franchement, le public est dur. Oui, le public noir est extraordinairement exigeant, mais il est moins sur ce qui doit lui permettre d'être exigeant sur la durée. C'est-à-dire, pour moi, l'exigence doit commencer par on veut de la formation. On veut de la formation. Parce que tous les autres, quand on cite un exemple, oui, aujourd'hui, on parle du Sénégal qui règne sur l'Afrique, mais c'est pas arrivé par hasard. C'est 20 ans C'est de pas travail arrivé par hasard. C'est du travail acharné. Moins, le public, il parle souvent de la formation, aussi, de la mise en place de la DTN. Il en parle, mais est-ce qu'il a vraiment les moyens? D'accord. Donc ça, et puisque vous parlez, messieurs, puisque vous parlez de public, vous faites bien de trouver la transition, parce que le public aussi, ça se trouve sur les réseaux sociaux, et c'est généralement sur les réseaux sociaux d'ailleurs que le débat se fait. C'est généralement sur les réseaux sociaux que le débat se fait. Chacun, il va en fonction de ses aspirations, de son inspiration, de sa connaissance du foot aussi. Et donc, nous leur offrons la parole donc à ces personnes-là à travers, bien évidemment, nos différentes plateformes, Facebook, WhatsApp et Twitter. Maurice Tantan est déjà en plateau avec nous pour nous relayer les avis des internautes. Comment faut-il, selon vous, bâtir une nouvelle équipe nationale compétitive avec le nouveau sélectionneur Gernot Rohr? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Bonjour Maurice. Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Évidemment, quand on parle de football béninois, les avis, vous savez, ça a explosé. Ça explose, le compteur a explosé évidemment sur les réseaux sociaux. Chacun a son avis sur la question. Les internautes ont laissé leurs analyses sur Facebook, mais également sur Twitter. On a retenu quelques commentaires pour, disons, montrer la substance de ce qu'ils disent sur la toile. Sur Facebook, Vincent Adigbe nous écrit qu'il faut d'abord miser sur la formation. Le sélectionneur qui est en place, Gernot Rohr, n'a que 3 ans si tout va bien, écrit-il. Notre problème actuel est que nous sommes pressés d'avoir les résultats, sinon à quoi bon d'avoir un championnat régulier depuis 3 ans et aucun joueur ne sort véritablement du lot comme une future star. C'est là où le bas blesse selon lui. L'urgence, écrit cet internaute, est au niveau de la formation des jeunes talents et de leur promotion. Vital Baudirenou a également commenté la question du jour en ces termes. Le Bénin, notre pays, doit copier la stratégie des autres nations africaines qui réussissent en la matière. Nous devrions tout simplement aller à l'école du Sénégal, chercher à comprendre le mécanisme mis en place pour avoir de telles prouesses dans ce pays-là. Autre commentaire, Arnaud Pardonnou nous écrit: le véritable travail a déjà commencé avec la formation des pépites à la base. Il faut continuer dans cette direction. Ainsi, les jeunes joueurs de la catégorie U20 ne doivent pas être laissés dans le vide. Il faut les orienter avec un suivi rigoureux. Ainsi, dans les années à venir, nous pouvons avoir une équipe solide et compétitive. On fait un tour sur Twitter à présent. 3 commentaires également retenus de ce côté-là. Francis Canlin nous écrit: quand on veut construire, on ne doit pas avoir peur de casser ce qui existe. Je pense que le temps de Adénon, Cessignon et autres est passé. On doit faire confiance aux jeunes, même si ça va nous coûter la prochaine CAN. On a aussi besoin d'un centre de formation de l'ordre public. Charbel Christophe nous dit que bâtir une nouvelle équipe impose du temps, dénicher de nouvelles pépites locales, et d'ailleurs la qualité de Gernot Rohr n'est plus à prouver. Il faut juste lui laisser du temps pour construire un bon effectif. Ne lui demandons pas de gagner la prochaine CAN avec l'effectif actuel, écrit dans cet internaute. Et pour terminer, Jonas Eda nous rappelle que ce qui mine les sélections au Bénin, c'est le non-respect du choix des meilleurs au détriment des parents et amis. Celui qui est sélectionné et qui ne se donne pas à fond doit être remplacé de suite. Ensuite, il faut que la formation soit continue.
Merci beaucoup Maurice Tantan d'avoir pris le pouls donc de ce qui se dit sur les réseaux sociaux au sujet bien évidemment de ce renouvellement annoncé donc pour une nouvelle sélection. Alors mais beaucoup de temps les internautes pour autant ne sont pas si dupes. Ils sont d'accord qu'il faut donner du temps aux sélectionneurs. Selon vous, est-ce qu'il faut faire l'impasse sur la Coupe d'Afrique des Nations à venir, c'est-à-dire celle de 2023 qui se jouera en 2024, et se dire qu'on prend les 4 matchs restants comme des matchs de préparation? Si au bout, d'accord, il y a une qualification, on prend. Mais s'il n'y a pas une qualification, on n'aura pas à rougir parce qu'on a pris le temps justement de travailler sur la durée. Je me rappelle de l'équipe mozambicaine lorsqu'ils avaient sollicité le stade de l'amitié générale Mathieu Kéréko pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils avaient affronté la Côte d'Ivoire en l'occurrence. Ici, on a interrogé le sélectionneur qui disait nous n'avons pas pour ambition d'aller à la Coupe du Monde. Nous sommes en train de nous servir de ces éliminatoires de la Coupe du Monde pour préparer justement la CAF 2023 en Côte d'Ivoire. Le résultat est là, c'est qu'ils nous ont battus chez nous à Cotonou. Oui, on ne va pas faire l'impasse. Peut-être on se dit, si ça vient, on va prendre. Mais quand vous vous préparez pour une Coupe du Monde, quand vous vous préparez pour une CAN prochaine, pas celle de la Côte d'Ivoire, c'est que vous devez nécessairement avoir quand même des résultats. Et donc, ces résultats, vous vous préparez très bien. Et donc, pendant que vous avez ces résultats, c'est sûr que vous allez vous qualifier pour cette CAN-là. Moi, je pense qu'il faut travailler sur la durée. Travailler sur la durée, ce n'est pas se lever un matin au détour d'un rêve de 4 heures du matin. Voilà, I have a dream, c'est mon idée là qui va marcher pour le football binois ou bien pour le sport en général. Je pense que nous sommes beaucoup plus dans cette dynamique. Chaque responsable vient avec son rêve et c'est ça qu'il implémente, c'est ça qu'il impose. Nous parlions tout à l'heure du championnat. On a semblé ne pas évoquer à fond ce problème. Mais je vous donne un seul exemple. On a parlé du Sénégal, le modèle là, il est normal. On a parlé du Burkina Faso, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on sait que la formation, ce que ça donne. On n'ira même pas au Maroc, dans le Maghreb ou bien en Afrique du Sud. Mais à côté de nous, tout près, le président nigérien est venu. Je vais vous parler du Niger. Quand le Niger va se réveiller, le Niger va étonner. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est à la tête de cette fédération qui arrive à mettre, je parle tout en respectant le plus nigérien de nous tous sur ce plateau, je vais parler de Hospice Métoli. Ce qui se fait au Niger est simplement sublime. Et vous allez voir, nous ne nous sommes pas qualifiés pour le CHAN. Par contre, le Niger s'est qualifié pour le CHAN et allé en demi-finale du CHAN. Le Niger, au niveau des catégories d'âge, est en train de faire de très belles choses et arrive déjà en matière de regroupement, n'attend pas que les échéances viennent avant d'aller en regroupement. Ils font des mises au vert sur une longue durée. Au Burkina, les sélectionneurs des équipes du Burkina Faso n'ont plus à charge des clubs. Tous les sélectionneurs des équipes U17, U20 n'ont plus à charge des clubs. Ils ont un contrat avec la fédération et ils arrivent à déposer un plan de travail annuel et à des moments donnés, il y a des regroupements périodiques. Donc si vous n'avez pas, voilà ceux-là, ils ont des centres de formation labellisés, ils ont une dynamique, ils ont la politique de suivi, ils ont ça, et en plus de ça, ils ont un championnat qui suivent normalement et ils font des regroupements périodiques. Quand c'est comme ça, le résultat vient. Ici, quand c'est comme ça, nous n'avons absolument rien. On a un championnat de 36 clubs. C'est le nivellement par le bas, parce que avant coup Omnisport, vous prenez Dynamique de Djougou, Soleil, ainsi de suite. Tout ça là, ça va jouer contre Buffle. Buff va écraser, mais Buff va peut-être penser qu'ils sont forts. L'auto va jouer Dadjer ou bien et va marcher, mais après on va jouer ou bien quand Coton écrase littéralement Aziza où ça mange à peine. Et le Coton va rencontrer Asec et on va dire voilà, Asec nous a battu. Tout le monde va dire que mais il y a ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails. Nous avons tellement de problèmes et je dis quand vous avez tout devient priorité pour vous, il faudrait véritablement se mirer et se dire qu'est-ce que je dois faire. Et ce qu'ils doivent faire, ils le savent. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Nous n'avons jamais participé à un CHAN et le CHAN c'est le baromètre du championnat. Ça veut dire quoi? Nous n'avons jamais goûté à ce délice-là. Ça veut dire que notre championnat n'est pas assez huppé, n'est pas assez compétitif pour aller à ce niveau-là. Nous avons tellement de choses à faire
que finalement, je me pose peut-être, moi, la question de savoir, est-ce que, parce que nous n'avons pas encore eu la chance d'occuper un poste que nous voyons tout en rose, et que ceux-là qui sont les décideurs aujourd'hui voient tout en blanc-noir. C'est souvent différent C'est entre l'exercice du pouvoir et l'appréciation. Et l'appréciation quand on est le. Mais franchement, je pense qu'on a le minimum à faire. On a le Maroc, on parle du centre Mohamed VI. Ça, c'est installé par le gouvernement. Mais vous allez au Sénégal où on est en train d'avoir des jeunes, on a Diambas, on a Sacré-Cœur de Dakar, on a Génération Foot. On en a tellement assez que ces jeunes-là arrivent à sortir rapidement et à s'installer ailleurs. Et à s'imposer surtout. Alors, Hospice, est-ce que le sélectionneur, certes, on est en train de dire aujourd'hui, est-ce que le discours finalement qu'on est en train de tenir, renouvellement, on va donner du temps, on veut se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que ce discours-là ne sera pas rapidement mis aux oubliettes quand on va se prendre 2 défaites d'affilée et puis on va se dire, ben écoutez, on veut l'urgence, déjà qualifions-nous et on oublie rapidement l'objectif, c'est-à-dire de renouvellement de la sélection nationale. Tu veux le dire, tu réfléchis un peu avant de le dire à Gernot Rohr parce que c'est Gernot Rohr, tu es en face. Mais en vérité, nous sommes dans l'urgence parce que malheureusement, on a passé tout le temps à construire par le haut. Jamais mettre en place une fondation solide. Absolument. Et c'est là où j'ai un peu, moi, personnellement, mal au cœur quand je vois la volonté politique depuis 2016 pour ce qui concerne le sport en général, le football en particulier. C'est là où j'ai mal au cœur quand je vois le niveau d'investissement du chef de l'État et surtout du gouvernement en général dans le financement du foot en particulier. Mais on ne peut pas faire tout ça en fermant les yeux sur ce qu'il y a de plus important. C'est quoi? C'est la mise en place d'une direction technique nationale. Je ne parle pas de nomination d'un DTN. La mise en place d'une direction technique nationale qui élabore la politique, la vision de notre État pour notre football de demain, notre football dans 10, dans 20, dans 30 ans. Qu'est-ce qu'on attend du football béninois? Quels sont les axes sur lesquels on doit mettre ce football? Quels sont les profils de joueurs que nous avons? Quel type de formation il faut faire pour pouvoir rivaliser avec les autres? Sur quoi devons-nous nous baser? Quand on fait autant d'investissements avec des stades qui sont construits, avec les moyens qui sont mis à disposition des différentes sélections quand il s'agit des sorties à l'international, il faut penser à comment mettre en place la structuration, les réformes nécessaires pour que ce football soit quelque chose qu'on laisse de façon pérenne. Et malheureusement, à ce niveau, on n'y est pas du tout, parce que depuis 2016, nous sommes sans direction technique nationale. On en parle à peine. Il y a eu un moment où le président de la fédération, lors de son élection, sa réélection, a dit « Ma priorité sera la mise en place de la DTN ». Le ministre en a parlé lorsqu'il avait reçu les gens, les messieurs et les dames de l'AFD. Les deux ont donc cet objectif de mettre en place la DTN. Alors qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent ? Nous ne sommes pas entre les deux, nous ne savons pas comment ça se passe, mais l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre en place cette direction technique nationale qui puisse permettre la formation de nos coachs, parce qu'il le faut pour la formation des coachs, qu'il faut cette direction technique nationale pour penser notre politique nationale du football. Et surtout, s'il y avait cette direction technique nationale, peut-être qu'on aurait déjà fait l'évaluation du championnat 36 et se dire, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Parce que ce seront les spécialistes, parce que quand on parle de direction technique nationale, il y a non seulement les experts, mais il y a aussi ces entraîneurs des différentes sélections qui sont à l'intérieur et qui pensent ensemble ce qu'il faut faire. Très bien. Habib Ishola. Oui, alors, enfin, sur le sujet, je ne sais pas ce que je dis après l'intervention de Memo et d'Hospice parce qu'ils ont été suffisamment clairs. Et également, si on veut performer sur la durée, c'est la formation d'abord et la formation doit pouvoir être encadrée par la direction technique nationale parce qu'aujourd'hui, l'une des difficultés qu'on a, même au niveau de la sélection du Bénin à produire du jeu, c'est parce que, bon, on a plusieurs footballs qui se côtoient. Parce que quand on dit plusieurs footballs, vous avez des joueurs qui ont été, enfin, parce qu'on a beaucoup de binationaux en France, certains en Allemagne, certains par ici. Donc, ça sent bien, c'est extrêmement compliqué pour les sélections de mettre quelque chose en place. Alors que si nous avons des joueurs qui ont commencé la formation ici, c'est qu'ils sont partis sur une même base, peu importe, ils peuvent aller se retrouver ailleurs. Parce qu'en fait, si vous faites attention, c'est ce qui fait la force de certains pays. Les pays qu'on cite, parce que souvent on cite beaucoup de pays, oui, ce pays, quand vous les prenez à la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont 5, 6, 7, 8 joueurs sur 11 qui évoluent dans le championnat local. Mais c'est parce qu'ils ont une même base. Donc ça crée une certaine homogénéité qui fait tendre. Voilà, Ouganda. Donc il y a une certaine homogénéité qui fait tendre des fois l'équipe du Bénin.
Et cette homogénéité, ça permet de compenser peut-être le déficit que les joueurs ont individuellement, mais il y a ce collectif, il y a cette solidarité, il y a cette façon de penser le jeu ensemble et qui est différent. Donc ça permet qu'en groupe, on puisse tirer le niveau vers le haut. Mais chez nous, même quand vous avez individuellement de bons joueurs, mais c'est difficile d'arriver à fusionner tout ça pour avoir quelque chose d'homogène. Et ça ne réussira que lorsqu'on va partir de la formation, et que même les entraîneurs, parce que quand on parle de la formation, il n'y a pas que les joueurs, c'est assez bien dit, même les entraîneurs doivent avoir les mêmes bases en termes de formation, un même référentiel. Après, chacun peut apporter sa touche particulière, parce qu'on le dit partout en Europe, vous avez la formation allemande, la formation portugaise, la formation, etc., la formation anglaise, etc. Donc ça veut dire qu'il faut une même base, en fait, parce que sinon, ce que nous sommes en train de faire, oui, on va peut-être, c'est pas encore exclu, parce qu'il suffit que que le Bénin réussisse à gagner les deux matchs qui viennent. Et puis, les objectifs sur le long terme sont oubliés. On va dire, oui, on doit être à la CAN. Le Bénin, on a sélectionné. Si on n'y va pas, c'est grave. Et si effectivement on y va, on s'enflamme tous, y compris les dirigeants. Et on oublie l'objectif du long terme. On dit que l'équipe est devenue forte. Parce que quand on fait le bilan aujourd'hui, après ce qui s'est passé en 2019, ça devait être une belle dynamique qui se poursuit. Mais en 2023, on est où? On a manqué celle qui a suivi et on n'a même pas su d'être à celle qui vient. Posons les bonnes questions. C'est vrai que l'euphorie, la dynamique, ça peut vous permettre d'avoir quelques bons résultats, mais quand vous voulez sur la durée, franchement, il n'y a que le travail et la patience aussi. Parce que même ceux qui sont là aujourd'hui, même les juniors dont nous parlons, peut-être que ce n'est pas eux qui vont amener le bénéfice des sommets. Mais peut-être ceux qu'on va commencer par planter aujourd'hui. Et imaginons un truc, c'est sur ça que je vais finir. Imaginons que depuis 2015-2016, qu'on ait commencé la formation, on aurait fait en 2023, si on avait une équipe, je suis sûr que si on avait commencé la formation en 2016, l'équipe U20 qu'on aurait en 2023 aurait été meilleure que celle qu'on a eue. Et serait issue de la formation. C'est là où je me dis, bon, c'est vrai qu'en étant en position de décision, seul on sait ce qu'on vit. Parce que je me rappelle du plateau A1 du ministre Omeki, à BB24, il y avait dans le plan, dans le PAG, il y avait comme objectif la mise en place d'un centre de référence. C'était au stade René Leven qui devait avoir ce centre de référence où les meilleurs du pays devaient se retrouver. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce projet qui, pour moi, est l'un des plus importants et qui aurait pu aider énormément ce football? Parce que vous avez Clairefontaine en France. Les meilleurs de la France se retrouvent à Clairefontaine. Les Zidane, ils ont fait Clairefontaine. Si on peut avoir un centre de ce niveau, mais ce serait extraordinaire. Mais où en sommes-nous avec? Vous parlez bien de Zidane. On a un sélectionneur qui a côtoyé Zidane, qui a participé à l'éclosion de Zidane, quelque peu, on va le dire ainsi. Il s'agit bien sûr de Gernot Rohr, il les a eu aux Girondins de Bordeaux, que ce soit Zidane, que ce soit Lizarazu, que ce soit Liga aussi. Il a fait, on va dire, il a été très célèbre, ou il est très célèbre sur la promenade des Anglais, puisqu'il a entraîné l'OGC Nice. C'est lui qui a fait éclore Hugo Lloris, le gardien, le tout nouveau retraité. Il est venu même avec son entraîneur des gardiens avec qui il travaille depuis l'an 2000, donc 23 ans qui sont ensemble, c'est un Italien. Alors Maurice Tantan, évidemment je ne vais quand même pas me priver de votre avis, je sais que vous adorez le football, vous êtes la petite vedette du campus les samedis soirs lorsque vous allez jouer sur le terrain de l'EPAC. Ce n'est pas tout à fait coordonné, mais bon, ça marche quand même. Maurice Tantan, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le sujet? Merci Eman de me donner la parole, vous aurez quand même pu vous passer de la promenade de... Voilà. Mais c'est pas pour me déplaire. Non, je veux dire, je pense que les confrères ont dit énormément de choses. Je veux insister sur deux éléments. La formation. Tout le monde l'a répété ici sur le plateau. Et donc, il faut aussi que le public béninois comprenne qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour avoir une grande équipe et que ça demande beaucoup de travail derrière. Et les autorités, les dirigeants doivent mettre la formation comme priorité. Et c'est bien de se poser la question comme le centre d'excellence qui est ce que ça devient. Ce que ça devient. Parce que si nous, on ne pose pas cette question, le dirigeant, il peut à un moment donné passer d'une priorité à une autre. Et donc, il faut remettre ce genre de choses sur le tapis parce que c'est très bien d'avoir de belles idées. Mais si on ne les met pas en œuvre, évidemment, les résultats seront toujours ce qu'ils ont été. Évidemment, la formation, ça demande du temps. Mais comme vous l'avez posé là tout à l'heure, on ne peut pas non plus venir dire non, la CAN 2023, nous, on va laisser tomber. C'est impossible. Aucun politique ne viendra jamais vous dire ça.
Et aucun entraîneur qui ici aussi ne va dire moi je ne suis pas là pour la prochaine CAN, je vais travailler pour la CAN 2025, c'est impossible. Aucun public ne va non plus accepter que le Bénin continue à perdre. Le problème, moi, à mon niveau, c'est qu'il faut aussi admettre que c'est quand même un échec qui aujourd'hui on se retrouve toujours à appeler certains joueurs. Je ne veux pas nommer des noms, mais citer des noms, mais si on continue toujours à appeler certains joueurs, c'est un échec et on ne peut pas parler de renouvellement justement. Le renouvellement, il viendra peut-être après, mais pour l'instant, on est toujours en train de colmater les brèches. C'est ça qu'il faut qu'on arrête si on veut avoir une équipe compétitive, une équipe qui est capable de rivaliser avec les autres nations sur le continent. Parce que quand on parle du football béninois, parfois on oublie qu'à côté de nous, les gens sont en train de faire 2 fois, 4 fois, 5 fois mieux et qu'ils ne nous attendent pas. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, ce que vous me soufflez, c'est que le Bénin est à l'heure du rafistolage. C'est pas mal aussi. Allez, merci beaucoup, messieurs. Memo content d'être passé sur 5 sur 7 matin. Habib, merci. Merci, Emma. Spice, merci. Surtout. Et merci également à vous, Maurice Tantan, pour tout le travail que vous effectuez. 5 sur 7 matin, c'est vrai qu'il y a une page de sport, en tout cas une longue discussion sportive, mais cela ne nous empêche pas de faire la page des sports. Ce sera avec Blaise Adanko derrière la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.